Lors de la construction de ce temple, on a utilisé des blocs pesant jusqu'à 1000 tonnes, taillés avec une perfection extrême, et nettement plus lourds que tout ce qui a été employé pour la construction des pyramides de Gizeh. Pourquoi les scientifiques se demandent-ils comment les pyramides ont été construites, alors qu'il existe une énigme bien plus complexe, connue sous le nom de « Grand Temple » à Baalbek? Les grues modernes auraient de sérieuses difficultés à positionner avec une telle précision des blocs aussi gigantesques, ce qui, manifestement, ne posait aucun problème aux anciens habitants. Ce qui est le plus fascinant, ce n'est pas l'édification de l'ensemble du temple, mais ses fondations, 3 blocs du poids mentionné précédemment. La construction du temple est attribuée aux Romains, à qui l'on prête une technologie avancée permettant le transport et la mise en place précise de 3 blocs gigantesques. Cependant, ce n'est pas entièrement vrai. Les Romains n'ont pas construit ce temple à partir de zéro, les fondations existaient déjà auparavant, et les Romains se sont contentés d'élever un édifice sur quelque chose qu'ils ne comprenaient pas. Ce qui est encore plus intriguant, c'est que les blocs gigantesques proviennent d'une carrière située à plusieurs centaines de kilomètres, sans trace de route, de rampe, ni de système de transport. Les blocs ont été ajustés avec une précision de l'ordre du millimètre, sans mortier et sans ciment, comme s'ils avaient été assemblés, plutôt que construits. Dans la version initiale, les fondations devaient se composer de 4 blocs. En 2014, lors de travaux archéologiques menés par une équipe de l'Institut archéologique allemand, une autre pierre a été découverte dans la carrière qui, pour des raisons inconnues, n'a jamais été transportée. Il s'est avéré qu'elle aurait été la plus grande de toutes, sa masse est estimée à environ 1650 tonnes, ce qui en fait l'un des plus grands blocs de pierre extraits dans l'Antiquité dans le monde. Revenons toutefois au début, qu'était et qu'est Baalbek. Il s'agit d'une ville située dans le nord-est du Liban. Dans l'Antiquité, elle était connue comme un lieu de culte du dieu phénicien du soleil Baal, puis elle a fonctionné sous le nom d'Héliopolis. Depuis des milliers d'années, des routes commerciales, des armées et des idées s'y sont croisées. La seule localisation indique déjà que cet endroit n'a pas été choisi au hasard. L'archéologie confirme que la colline de Baalbek était un lieu cultuel et d'habitat dès le néolithique. Au cours des millénaires suivants, Baalbek a traversé de nombreuses phases de développement et chaque culture successive y a laissé sa trace. Les Phéniciens ont fait de cet endroit un centre du culte de Baal, une divinité associée au soleil, à l'orage et à la fertilité. À l'époque hellénistique, le sanctuaire a été identifié au dieu grec Hélios, ce qui a donné naissance au nom d'Héliopolis, c'est à dire « ville du soleil ». Lorsque la région est passée sous domination romaine, le site a acquis une importance religieuse et politique sans précédent. Les Romains ont transformé le sanctuaire existant en l'un des plus grands complexes templaires de tout l'Empire, dédié à la triade de divinités, Jupiter héliopolitain, Vénus et Bacchus. L'élément le plus monumental du complexe était le temple de Jupiter, considéré comme l'un des plus grands temples du monde antique. Son podium reposait sur des fondations massives, dans lesquelles se trouve le célèbre Trilithon 0, 3 blocs de pierre gigantesques intégrés dans le mur de soutènement de la plateforme. Chacun de ces blocs mesure près de 20 mètres de long, plus de 4 mètres de haut et pèse des centaines de tonnes. Dans la carrière voisine se trouvent des monolithes encore plus grands, inachevés, qui gisent encore aujourd'hui à l'endroit de leur extraction, comme s'ils avaient été abandonnés en cours de travail. Leur présence suggère que l'on prévoyait d'utiliser des éléments encore plus grands que ceux qui ont finalement été intégrés à la construction. Le temple de Bacchus, bien que plus petit, s'est conservé dans un état bien meilleur et constitue l'une des œuvres de l'architecture romaine les mieux préservées au monde. Ses reliefs richement décorés, ses colonnes monumentales et son intérieur remarquablement conservé témoignent du grand savoir-faire des artisans travaillant à Baalbek. L'ensemble du complexe comprenait également des propylées monumentaux, des cours cérémonielles, des autels et des temples plus petits, formant un vaste centre de pèlerinage vers lequel affluaient des fidèles des régions les plus éloignées de l'Empire. L'énigme qui suscite encore aujourd'hui le plus d'émotions demeure toutefois la technologie à l'origine des fondations. Même si l'on admet que les Romains disposaient de connaissances avancées en ingénierie, il est difficile d'expliquer clairement pourquoi ils ont décidé d'utiliser des blocs de pierre d'une taille aussi colossale, alors que dans d'autres parties de l'Empire, ils employaient des éléments bien plus modestes. C'est précisément cette discontinuité technologique qui amène de nombreux chercheurs à suggérer l'existence d'une phase de construction antérieure, dont les auteurs restent inconnus. Les Romains auraient pu se contenter de reprendre et d'adapter une plateforme déjà existante, en lui donnant une nouvelle fonction et une nouvelle enveloppe architecturale. Au cours des époques suivantes, Baalbek a été à de nombreuses reprises reconstruit et détruit.
Après le déclin des religions païennes, les temples ont été transformés en églises, puis en mosquées. Au Moyen Âge, le complexe a rempli des fonctions défensives et de nombreuses pierres ont été réutilisées dans des fortifications. Les tremblements de terre ainsi que les conflits armés ont également contribué à la destruction d'une partie des structures. Malgré cela, l'échelle et la précision des fondations ont résisté à l'épreuve du temps, demeurant presque intactes. Sacsayhuaman est un complexe archéologique qui s'élève au-dessus de Cusco, au Pérou, et qui fascine depuis des siècles les chercheurs, les voyageurs et les amateurs des mystères des anciennes civilisations. Situé sur une colline escarpée à une altitude d'environ 3700 mètres au-dessus du niveau de la mer, il domine l'ancienne capitale de l'Empire Inca, donnant l'impression d'un gardien de pierre veillant sur la ville. Sa situation seule suggère déjà qu'il ne s'agissait pas d'un site choisi au hasard. Sacsayhuaman constituait une partie intégrante d'une structure urbanistique plus vaste et soigneusement planifiée de Cusco, qui, selon la cosmologie inca, avait la forme d'un puma, tandis que les murs monumentaux du complexe symbolisaient sa tête. Ce qui suscite le plus grand émerveillement est l'architecture de Sacsayhuaman. Les blocs de pierre gigantesques dont sont construits les murs principaux atteignent un poids allant de plusieurs dizaines à plusieurs centaines de tonnes. Ces pierres ont été ajustées de manière parfaite sans l'utilisation de mortier, formant des assemblages polygonaux d'une précision extraordinaire. Leurs surfaces sont polies, les arêtes parfaitement jointes, et l'ensemble de la construction donne l'impression d'un tout homogène, presque organique. En de nombreux endroits, les interstices entre les blocs sont si minimes qu'il est impossible d'y glisser même la lame d'un couteau. De plus, les murs ont résisté à des centaines d'années de puissants tremblements de terre qui ont à maintes reprises détruit les constructions coloniales de Cusco, ce qui témoigne d'une connaissance approfondie des bâtisseurs en matière de géologie et de dynamique sismique de la région. Le complexe se compose de 3 puissantes terrasses de pierre en zigzag qui s'étendent sur plusieurs centaines de mètres. Leur forme caractéristique est interprétée à la fois comme un élément défensif et symbolique. Certains chercheurs suggèrent que les murs ne servaient pas uniquement à protéger la ville, mais aussi à démontrer la puissance de l'Empire Inca, en étant l'expression matérielle de l'autorité, de l'organisation et des capacités de mobilisation de l'État. D'autres soulignent le caractère cérémoniel du lieu, en indiquant la présence de vastes places, de fondations d'anciennes tours, ainsi que des liens avec le calendrier rituel et l'astronomie. Les recherches archéologiques suggèrent que la colline était déjà utilisée par des cultures andines antérieures et que les Incas ont pu reprendre et agrandir des structures existantes en leur donnant une forme monumentale. Les principaux travaux de construction sont attribués au règne de Pachacútec au XVe siècle, lorsque Cusco fut transformé en cœur d'un vaste empire. Selon les chroniques espagnoles, des dizaines de milliers de travailleurs furent mobilisés pour ériger le complexe, travaillant pendant de nombreuses décennies dans le cadre du système étatique de travail obligatoire connu sous le nom de mita. L'un des plus grands points d'interrogation demeure la manière dont les pierres furent transportées et taillées. Les carrières se situaient souvent à de nombreux kilomètres du chantier, et les Incas ne connaissaient pas la roue dans les applications de transport, ni n'utilisaient d'outils métalliques d'une dureté comparable à celle de l'acier. Göbekli Tepe est un site archéologique situé dans le sud-est de la Turquie, sur une colline calcaire à proximité de la ville moderne de Şanlıurfa, et il est considéré comme l'un des plus anciens et des plus énigmatiques lieux d'activité monumentale de l'humanité. Sa construction est datée d'environ 9600 à 8200 ans avant notre ère, c'est, à dire à l'époque du néolithique pré-céramique ancien, une période où les communautés humaines fonctionnaient encore principalement comme chasseurs-cueilleurs et ne disposaient ni d'une agriculture développée ni d'établissements permanents. Malgré cela, un vaste complexe de structures en pierre y a été érigé, qui, par son ampleur et son degré d'avancement, dépasse largement les autres monuments connus de cette période. L'élément le plus caractéristique de Göbekli Tepe est constitué par les piliers monumentaux en forme de T, taillés dans le calcaire local, disposés en cercles et en ensembles architecturaux ovales. Aux points centraux de chacun d'eux se dressent généralement 2 piliers plus grands, entourés de blocs de pierre plus petits reliés par des murs et des bancs de pierre. Ils ne remplissent pas uniquement une fonction structurelle. Leurs surfaces sont couvertes de reliefs finement exécutés, représentant des animaux tels que des serpents, des sangliers, des renards, des lions, des oiseaux et des scorpions, ainsi que des signes abstraits dont la signification demeure inconnue. Certains piliers présentent des traits anthropomorphes marqués, notamment des mains stylisées, des ceintures et des éléments suggérant une silhouette humaine, ce qui conduit à l'interprétation selon laquelle ils pourraient symboliser des êtres surnaturels, des ancêtres ou des personnifications de forces cosmiques.
Le caractère exceptionnel de Göbekli Tepe réside dans le fait que l'ensemble a été réalisé à une époque où, selon les hypothèses anciennes, il n'existait pas encore de structure sociale capable de mener à bien des projets aussi complexes et exigeants en main-d'œuvre. L'extraction, la taille et le transport de blocs de pierre de plusieurs dizaines de tonnes nécessitaient une organisation avancée du travail, des connaissances techniques et une coopération durable de grands groupes humains. Cette découverte a remis en question le récit traditionnel selon lequel ce n'est qu'avec le développement de l'agriculture et d'un mode de vie sédentaire qu'aurait émergé la religion, les hiérarchies sociales et l'architecture monumentale. Dans le cas de Göbekli Tepe, il est possible que ce soit précisément le besoin de pratiques rituelles communes qui ait constitué l'impulsion de profondes transformations sociales. Le site ne présente pas de traces évidentes d'occupation permanente dans les phases les plus anciennes de son utilisation. On n'y trouve pas de maisons typiques, de foyers ni de plans d'habitat, ce qui suggère qu'il ne s'agissait pas d'un établissement ordinaire. Il est souvent interprété comme un lieu à caractère rituel ou cérémoniel, vers lequel affluaient périodiquement des groupes provenant d'une région plus large. Particulièrement mystérieux est le fait que les différents cercles de pierre aient été intentionnellement recouverts de terre et de gravats, comme s'ils avaient été délibérément mis hors d'usage, puis que de nouvelles structures aient été édifiées au-dessus des plus anciennes. Cette action n'était pas fortuite et relevait très probablement d'une pratique cultuelle ou symbolique spécifique. Puma Punku fait partie d'un complexe monumental de temples ou d'un autre édifice à caractère cérémoniel appartenant au grand centre de Tiwanaku, l'un des plus importants foyers culturels et religieux des Andes pré-Inca. Il est situé sur le plateau bolivien de l'Altiplano, près de la rive méridionale du lac Titicaca, à une altitude de près de 4000 mètres au-dessus du niveau de la mer, dans un environnement rude, venteux et en apparence peu propice à de grandes entreprises architecturales. Malgré cela, c'est précisément ici qu'entre le 5e et le 10e siècle de notre ère s'est développée la civilisation de Tiwanaku, capable de réaliser des projets de construction d'une ampleur, d'une précision et d'une complexité symbolique qui suscitent encore aujourd'hui l'émerveillement. Dans sa forme originelle, Puma Punku n'était pas un amas chaotique de pierres comme il semble l'être aujourd'hui, mais une plateforme soigneusement conçue, à plusieurs niveaux, au plan clairement géométrique. La construction avait une forme en terrasse, avec une cour centrale, des passages monumentaux et des portes de pierre menant à travers des zones rituelles successives. L'ensemble reposait sur des fondations solides, réalisées à partir de grands blocs de grès et de couches de remplissage compactées, ce qui témoigne d'une connaissance avancée des principes de stabilité et de répartition des charges. À l'époque de sa splendeur, l'édifice était recouvert de parements soigneusement travaillés et ses surfaces pouvaient être en outre décorées et colorées, créant un décor impressionnant pour les rites religieux et les cérémonies d'importance étatique. La caractéristique la plus distinctive de Puma Punku reste toutefois la taille de la pierre, qui se démarque de celle des autres sites archéologiques du monde. Sur le site du complexe se trouvent des centaines de blocs réalisés principalement en andésite et en grès rouge, dont beaucoup pèsent plusieurs dizaines de tonnes. Ces blocs se caractérisent par des surfaces parfaitement planes, des arêtes vives et des angles droits conservés avec une grande précision. Une attention particulière est attirée par des éléments aux formes complexes, presque techniques, avec des découpes en forme de lettres H et T, des logements, des canaux et des rainures, qui indiquent un système de construction modulaire dans lequel les différents éléments étaient conçus pour s'emboîter étroitement les uns avec les autres. Cette précision exceptionnelle de la taille est devenue la source de nombreuses spéculations et controverses. Pour de nombreux observateurs, il est difficile d'accepter qu'une société ne disposant ni d'outils en fer ni de machines ait pu atteindre un tel niveau de précision. Les recherches archéologiques et géologiques montrent toutefois que cet effet était le résultat d'un processus long et exigeant en main-d'œuvre, fondé sur des méthodes simples mais efficaces, des marteaux de pierre, des outils abrasifs, du sable, de l'eau et un ajustement patient des éléments. La précision n'était pas ici le résultat d'une technologie avancée au sens moderne, mais la conséquence d'une organisation du travail exemplaire, de la spécialisation des artisans et d'une expérience accumulée sur de nombreuses années. Nan Madol sont les ruines d'une ville, d'un centre cérémoniel édifié sur des îlots artificiels dans une lagune peu profonde au large des côtes sud-est de l'île de Pohnpei, en Micronésie. Le complexe se compose d'environ 92 îlots artificiellement aménagés et revêtus de pierres, reliés par un réseau de canaux de marée, chacun remplissant une fonction distincte, des résidences de l'élite aux entrepôts et espaces rituels, jusqu'aux ensembles funéraires monumentaux.
L'ensemble a été construit presque exclusivement à partir de massives colonnes de basalte, pesant de quelques tonnes à plusieurs dizaines de tonnes, disposées en caractéristiques, treillis, superposées, sans mortier, d'une manière comparable aux constructions mégalithiques connues dans des régions du monde totalement différentes. La plus grande énigme de Nan Madol demeure l'ampleur et la logistique de sa construction. Le basalte utilisé pour ériger des murs atteignant une hauteur de 8 à 10 mètres n'est pas présent naturellement sur le site même de la construction. Des études pétrographiques et géochimiques ont montré qu'il provenait de plusieurs carrières situées à de nombreux kilomètres sur l'île principale de Pohnpei. Cela implique le transport de milliers de tonnes de pierres à travers une jungle dense, des pentes abruptes et des eaux côtières ouvertes, sans la connaissance de la roue, du métal, des animaux de trait ni d'outils avancés, susceptibles de faciliter une telle entreprise. À ce jour, il n'existe pas de modèle technologique clairement confirmé, expliquant comment une société pré-industrielle a pu extraire, déplacer et assembler avec précision des blocs aussi énormes dans un environnement marin exposé aux marées et aux tempêtes. Les datations au radiocarbone ainsi que les analyses uranium-thorium des coraux indiquent que la phase intensive de construction de Nan Madol a commencé vers le XIIe-XIIIe siècle de notre ère, ce qui coïncide avec la période de domination de la dynastie Sodeler, le premier pouvoir connu ayant unifié Pohnpei sous un système politico-religieux centralisé. Il est important de noter que l'échelle et la monumentalité de Nan Madol sont disproportionnées par rapport aux données démographiques connues. On estime que la population de l'île à cette époque ne comptait que de quelques milliers, à une dizaine de milliers de personnes, ce qui soulève des questions sur l'organisation du travail, la durée de la construction et les sources de ressources alimentaires nécessaires pour soutenir des projets de construction de cette ampleur sur de longues périodes. Les analyses environnementales suggèrent que les îlots artificiels ont été intentionnellement construits sur un récif corallien vivant, ce qui nécessitait des efforts considérables et une intervention consciente dans l'écosystème de la lagune. La fonction même de la ville demeure particulièrement mystérieuse. Nan Madol ne présente pas les caractéristiques d'un établissement résidentiel typique, on n'y trouve pas de traces d'une vie quotidienne intense, telles que de nombreux foyers ou de grandes quantités de déchets domestiques. L'organisation spatiale suggère plutôt un caractère élitaire et rituel hautement contrôlé, où l'accès aux différents îlots était strictement réglementé et où l'architecture remplissait une fonction de manifestation symbolique du pouvoir et de la cosmologie. Le point central du complexe est Nandawas, un ensemble funéraire monumental entouré de triples murs de basalte, interprété comme le lieu de sépulture des souverains Sodeler. L'ampleur de cette construction et son isolement par rapport au reste de l'ensemble indiquent une importance idéologique exceptionnelle qui ne trouve pas d'analogie simple dans la région.